Aujourd'hui, un dernier mot de l'UFC du week-end, un combat de vétérans qui nous attend pour le mois d'avril, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 14 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et commençons avec Gérald Mertchert qui le 6 avril prochain fera face à Brad Tavares, un adversaire qu'il décrit comme un très bon kickboxer, qui frappe très fort et qui possède une takedown defense de qualité. Et ce qui lui fait plaisir, c'est que c'est aussi un des seuls dans la catégorie qui est arrivé avant lui à l'UFC. Tavares est arrivé en 2010, alors que Mertchert, lui, n'est arrivé qu'en 2016, et qui a aussi plus de combats que lui dans l'organisation, 25 pour Tavares contre 22 pour Mertchert. Il faut savoir que Gérald Mertchert n'a jamais gagné par décision à l'UFC, et il l'a dit, moi mon objectif c'est toujours de terminer le combat, et sachant qu'il n'a pas été doté d'une grosse puissance de frappe, je ne suis pas Mike Tyson pour le citer, c'est surtout grâce à ses soumissions et grâce à son jeu au sol qu'il trouve la solution. Il reconnaît que ça peut parfois aussi lui coûter le combat, comme par exemple contre Reiner Derrider. Il pense ce jour-là que s'il était resté debout dans le troisième round, il aurait peut-être pu remporter une décision, mais il a choisi d'envoyer un takedown pour tenter de terminer par soumission. Malheureusement, il s'est fait sprawler, et quelques instants plus tard, c'est lui qui s'est retrouvé sur le dos, et il le dit, à ce moment-là, je n'avais plus d'énergie, donc je n'ai pas pu défendre la soumission qui pourtant n'était pas parfaite, et je pense qu'avec un cardio de meilleure qualité, j'aurais pu m'en sortir. Malheureusement pour lui, ce jour-là, ça ne l'a pas fait, mais on n'a pas l'impression qu'il a des regrets quand il parle de ça. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, c'est lui qui a décidé d'amener au sol, c'est lui qui a fait cette erreur, et ce n'est pas quelque chose qu'il a subi. C'est une mentalité un peu particulière peut-être, mais en tout cas, c'est la sienne. Roman Dolidze, lui, sera notre main event du week-end, face à Marvin Vettori. Je vous ai parlé de Vettori hier. Aujourd'hui, place au Géorgien, qui est forcément très heureux d'obtenir cette revanche. C'est quelque chose qu'il voulait. Il l'a dit plusieurs fois, il n'est pas forcément d'accord avec le fait que les juges aient donné le combat à l'Italien la première fois. Maintenant, il a appris de ses erreurs, pas forcément de ses erreurs pendant ce combat-là, mais qu'il a pu faire tout au long de sa carrière. Il sait aujourd'hui qu'il doit mieux gérer son énergie, mais aussi mieux gérer ses émotions, ne pas être trop énervé dans la cage. Par le passé, quand il prenait un coup, il voulait tout de suite le rendre, et c'était pas forcément la meilleure solution. Il estime qu'il allait aussi beaucoup trop de l'avant, qu'il donnait tout à 100% dès le début du combat, et que par la suite, il manquait de cardio. Ce week-end, ça va se passer en 5 rounds, contre Vettori, qui est connu pour monter en puissance au fur et à mesure. Donc en effet, il serait bien avisé de se réserver un peu dans un premier temps. Et il a aussi réalisé que lui, c'est un grappleur. Il vient du JJB, mais il ne l'utilise pas assez. Il a trop souvent accepté de rester debout. Peut-être par ego aussi, je prends un coup, je vais te le rendre et je reprends un. Et là, ça finit en bagarre et surtout, ça reste debout. Et ça ne l'a pas toujours avantagé. Et puis sinon, comme j'en ai déjà parlé, lui, il croit toujours à la ceinture. Sinon, il ne serait plus là. Il explique que lui, c'est la compétition avant tout. Que plus jeune, il a joué au football, il était gardien de but, il a joué à un très bon niveau, il n'a pas donné plus de détails, et quand il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas aller plus haut, qu'il avait plafonné, alors il a décidé d'arrêter, il s'est lancé dans le grappling, il a eu des titres en grappling, et la suite logique pour lui, c'était le MMA. Aujourd'hui, il est à l'UFC, et forcément l'objectif, c'est d'être le champion. Et puis concernant Vettori, il a reconnu que c'est un adversaire très durable et que pour ceux qui en doutent, il n'a qu'à voir son combat contre Cannonier dans lequel il a pris énormément de coups et pour autant, il n'a pas abandonné. Sur cette carte, on retrouve aussi Kurt Olobo, c'est pas le combattant le plus connu, j'ai fait une vidéo sur lui qui va s'afficher à l'écran, n'hésitez pas à aller la voir, il a un parcours très atypique, il en est à un stade de sa carrière aujourd'hui où il veut affronter des gros noms, le genre de gros nom qui pourrait lui permettre de se rapprocher du top 15. Donc Hernandez, c'est parfait, même si on ne parle pas d'un ancien champion, et même je suppose d'un ancien champion, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à se faire un nom dans la catégorie. Et puis Olobo, lui, il possède 2 salles d'entraînement dans sa ville, lui il vient de la Louisiane, il est coach, il est aussi manager pour ses combattants, donc il s'entraîne avec eux, donc il est toujours en forme, et ça lui permet de pouvoir prendre des short notice. Ce qu'il a dit, c'est que si l'UFC l'appelle à 15 jours d'un combat,
comme il est toujours en forme, il pourra logiquement sans problème faire le poids. Et pour rentrer dans le top 15, il ne pense pas que battre Hernandez va lui donner sa place dans le top 15 tout de suite. Par contre, il y aura peut-être par la suite un short notice et ce sera peut-être sa chance d'ensuite pouvoir avoir son nom parmi les 15 meilleurs mondiaux dans la catégorie. Et face à lui donc Alexander Hernandez qui dans ce combat veut faire passer la défense avant l'attaque. Il va falloir très bien gérer la distance, c'est en tout cas ce qu'il pense. Il sait aussi qu'il est le plus vif des deux et ça va lui donner des possibilités de contrer son adversaire. Et puis cet adversaire, justement, il s'attend à ce qu'il rende le combat très sale, qu'il vienne au corps à corps, voilà, un peu de dirty boxing comme on dit, alors que lui, Hernandez, de son côté, il doit essayer de rester technique, de rester propre, même si, comme il le dit, je n'ai pas peur d'aller à la bagarre, mais ce serait plus intelligent de ne pas le faire. Dernièrement, on l'a vu osciller entre les poids plumes et les poids légers. Aujourd'hui, il est établi chez les poids légers, c'est beaucoup trop compliqué pour lui de faire le poids chez les plumes. C'est beaucoup trop de contraintes et c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il veut profiter du temps qui lui reste dans l'octogone. Et d'après lui, le meilleur moyen de le faire, c'est de combattre chez les poids légers. Et surtout, il veut être très actif en 2025 et forcément limiter la perte de poids et donc rester en léger pourrait lui permettre de le faire. La Fighting Nerds, on en parle quasiment tous les jours, mais ils sont dans l'actualité, donc je vous en fais part. Et là, c'est Caio Borraio, le visage de cette équipe, qui nous explique qu'ils étudient, la Team Nerd, énormément de vidéos, énormément de combattants, alors que chacun étudie dans son coin, qu'ils étudient aussi avec leur coach, et que toutes les semaines, ils se réunissent, toute l'équipe, pour regarder ensemble des vidéos et mettre au point des stratégies, s'inspirer de certains combattants, etc. La Fighting Nerd, jusqu'où pourront-ils aller? On devrait déjà avoir quelques éléments de réponse d'ici à la fin de l'année. Petite vidéo maintenant d'Israël Adesanya et de Michael Venom Page qui s'entraînent ensemble, et en plus en grappling. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil, les deux sont de très gros strikers, ils ne sont pas connus pour leur lutte ou pour leur jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, montrer une vidéo des deux en train de grappler, je pense qu'il y a une petite pointe d'humour là-dedans, et je pense que le gros de l'entraînement c'est très certainement fait debout, mais qu'ils n'ont rien dévoilé pour l'instant en tout cas, ou alors j'ai pas vu passer ça. Donc je vous fais part de cette petite information. Diego Lopez, un peu de chiffres avec lui, lorsqu'il va affronter Alexander Volkanovski dans l'octogone au mois d'avril, ça fera seulement 707 jours qu'il a débarqué à l'UFC, c'est quand même assez rapide, maintenant il a mis ce temps à profit, il n'a jamais refusé un combat, il a été plutôt spectaculaire, et aujourd'hui il a enfin sa récompense. On continue avec des statistiques. Marvin Vettori, tout comme Roman Dolidze, n'a perdu que par décision, ne s'est jamais fait finaliser. Ce qui veut dire que ce week-end, on risque très certainement d'avoir un combat qui tient la distance, même si bien sûr les statistiques, tout comme les records, sont faits pour être brisés. On a Yann Cutelaba, on est chez les poids lourds légers, qui vient de signer un nouveau contrat de 6 combats. On risque donc de le voir dans la cage pendant encore un petit moment. L'Australien Jake Matthews, lui, a un adversaire en tête et il s'agit de Neil Magny. Il le respecte énormément, c'est ce qu'il dit, j'ai un gros respect pour lui. Mais ce qui va arriver, c'est que je vais le détruire, pour le paraphraser. Jake Matthews, moi j'aime beaucoup le voir combattre, je le trouve assez puissant, il a une très bonne boxe anglaise. Et contre Neil Magny qui est une sorte de vétéran gatekeeper, que j'aime beaucoup aussi, qui est capable de lutter, qui a une très grande allonge, pas forcément facile à manœuvrer, ce serait un très bon test pour lui. Il y en a un qui fait plus partie du roster de l'UFC, c'est Armen Petrosyan. Bon, il était sur une mauvaise série à l'UFC et son contrat n'a donc pas été renouvelé. Et hier, je vous parlais d'Andrei Arlovski qui va combattre au Dirty Boxing. Et j'ai fait une erreur, vous m'avez repris dans les commentaires, merci à vous. Le Dirty Boxing, ce n'est pas la promotion de Jorge Masvidal, mais c'est celle de Mike Perry. Jorge Masvidal, lui, c'est du MMA à main nue. Et ça s'appelle la Gamebred Fighting Organization, quelque chose comme ça, ou Gamebred Fighting Championship. En tout cas, Arlovski sera de la partie. Et on aura aussi Yoel Romero qui fera face à Ras Hilton. Et en parlant du Dirty Boxing, Mike Perry est en train de travailler à son équipe de commentateurs. Qui sera autour du ring pour commenter l'événement? Eh bien, sachez qu'il a contacté Sean Strickland. Ça fait forcément beaucoup parler aux États-Unis. Quand tu connais le franc-parler de Perry et celui de Strickland, les avoir au micro pour te commenter les combats, je pense en effet que ça peut donner quelque chose d'assez drôle. On est vendredi, demain il y a un Fight Night, et donc c'est le moment de parler Paris, pardon. Je vous affiche les cotes à l'écran, je m'attarde s'il y a besoin, mais sinon, comme toutes les semaines, pour plus de détails, c'est la chaîne YouTube UFC Analyse et Pronostic. N'hésitez pas à aller le soutenir, il approche des 1000 abonnés, il approche de la monétisation, et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. On commence avec Sung Woo Choi, 4,40 face à Kevin Valeros, 1,12, ultra favori, l'Argentin.
Diar Nurgosai 1,21 contre Branson Ribeiro 3,50. Damon Blackshear face à Cody Gibson 1,16 contre 3,90. Alexander Hernandez 1,42 contre Kurt Olobo 2,45. Je peux comprendre, Olobo prendre tellement de risques qu'on sait qu'il peut se faire contrer à tout instant. Maintenant, Hernandez a aussi une grosse expérience. Est-ce qu'il peut rompre sous la pression? C'est quelque chose qu'on peut voir, bien sûr. Olobo, moi j'aime beaucoup, hein, on parle pas du futur champion. Je ne sais même pas s'il arrivera dans le top 15 un jour. Mais j'aime son cœur, j'aime le fait qu'il aille toujours de l'avant, qu'il soit capable de faire la différence debout ou au sol. Je le préfère quand même au sol, il est beaucoup moins brouillon au sol que debout. C'est un combat que j'attends beaucoup, pour être honnête avec vous. On a ensuite Chidi Njokuani contre Elizekeu Zaleski dos Santos, 2,45 contre 1,42. Et enfin, Marvin Vettori, favori dans la revanche, il avait remporté le premier combat face à Roman Dolidze, qui lui est à 2,20. Vettori est à 1,58. Personnellement, quand Vettori était à son top, je pense qu'il était meilleur que Dolidze. Dolidze, on a l'impression quand même qu'il arrive à faire des ajustements au fur et à mesure des combats, etc. A-t-il réussi à se réinventer? Je ne sais pas. Et Vettori revient d'une longue pause et en plus d'une blessure. Donc forcément, ça pose quand même quelques interrogations. Si vous appréciez le contenu jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et cette Minute Auditeur, je la commence avec Mathis Gironi qui me dit « Je trouve personnellement que Pereira aurait tout intérêt à se remettre de cette défaite et de continuer l'aventure chez les mi-lourds, car une montée, comme beaucoup en parlent, après sa revanche contre Ankalaev, pourrait lui porter préjudice vis-à-vis de son gabarit, mais aussi par le fait que son crochet en mi-lourd, il est le seul à en avoir un tel. En revanche, au-dessus, il ne serait qu'un parmi d'autres en termes de puissance. C'est vrai qu'au-dessus, ça frappe beaucoup plus fort. En lutte, il va y avoir beaucoup plus de puissance aussi. Ça peut être un problème. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des combats qui pourraient être intéressants. Sur le papier, il y a des gros noms, etc. Moi, je pense comme toi, je pense que les lourds, c'est peut-être un peu limite pour lui. Et puis là, on va pas se mentir, son image en a pris un coup suite à cette défaite et à cette performance qui n'était pas géniale. Je ne sais pas si c'est toujours les plans de l'UFC de le faire monter. Maintenant, s'il prend une revanche contre Ankalaev, qu'il le met KO, c'est aussi possible que Dana White te dise ça y est, c'est le moment de Pereira, il a juste eu un faux pas, il faut le faire monter. Tout est possible. Cool de Shanghai, hein, tu fais partie de ceux qui m'ont dit que le Dirty Boxing, c'était Mike Perry plutôt que Jorge Masvidal. Merci à toi. J'ai parlé un peu vite hier. Et tu me parles du retour de Jeremy Stephens que t'as pas vu. C'est vrai, surtout que d'après moi, il était censé combattre au GFL contre Anthony Pettis, si je dis pas de bêtises. Maintenant, le GFL a dit que ses combattants étaient libres. Donc peut-être qu'il n'a signé qu'un contrat de un combat contre l'UFC et qu'il retournera au GFL après. Je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Et tu me dis aussi, étonnant le match-up entre Derrider et Bonical, je pensais pas que l'UFC allait les faire affronter de sitôt, et franchement tant mieux, on disait après que peut-être que Bonical, suite à sa dernière performance, l'UFC le voit un peu moins beau et veut vraiment le tester, peut-être mettre fin au débat, hein. S'il perd contre Derrider, ça va être compliqué pour la suite. Moi, c'est un match-up que j'attends, c'est un match-up qui m'intéresse. Le grappleur contre le lutteur, c'est toujours assez intéressant. Et c'est vrai que pour Bonical, même s'il gagne, mais qu'il nous fait un combat comme la dernière fois contre Paul Craig, qui n'était pas agréable à regarder, je pense qu'il ne marquerait pas de points auprès de l'UFC. On a ensuite David Gauthier qui me dit « Pour le combat entre Chandler et Pimblet, à aucun moment je vois Pimblet s'imposer car Chandler a toujours un moment fort dans le fight et je pense pas que Pimblet le supporte. » Mais moi j'ai encore beaucoup de questions concernant l'anglais. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il va être capable de résister à la pression de Chandler? En plus, il a le menton au Pimblet, hein, donc il pourrait très bien prendre un mauvais coup. Maintenant, j'ai quand même hâte de voir ce qui peut se passer dans ce combat. Et Christopher Johnson qui me faisait une réflexion, la suivante. Aucun média n'en parle, mais l'UFC protège tellement leurs stars que je ne crois pas être parano en disant que c'était fait exprès. Leur volonté d'organiser cette revanche, tu parles d'Ankalaev Pereira, aussi vite va dans ce sens. Ils ont cuté la fin du combat parce qu'ils ne supportent pas ce scénario. J'aimerais savoir ce que tu en penses car tu es certainement plus neutre que moi. Même si j'étais pour Pereira, je trouve que l'organisation abuse sur le traitement de certains combattants comme Ankalaev parce qu'ils ne sont pas aussi populaires que d'autres. Résultat, ils n'arrêtent pas de promouvoir des mecs claqués du slip comme Covington, qui n'a aucun mérite et qui est plus divertissant hors de la cage que dedans, plutôt que de mettre en avant des mecs discrets et humbles, mais qui ont un vrai mérite comme Petroyan, Evloev, Nassourdine. Il y a quand même un moment où il faut être pro. Le show c'est une chose, mais on est surtout là pour le spectacle dans la cage plus que pour le show. Des conférences. Alors moi je pense que cutter la fin de l'événement c'était vraiment un problème de diffusion, ça fait vraiment amateur, c'était Pereira qui combattait, la star, tu veux que tout le monde regarde, et tu coupes à quelques secondes de la fin, surtout qu'il y a des Américains et des gens dans le monde qui ont payé un pay-per-view. Peut-être que je suis naïf, mais je ne pense vraiment pas que ce soit fait exprès. Et puis après, l'UFC c'est un business, moi je comprends qu'ils aient besoin de créer des gars. Regarde, Dana White l'a dit avec la boxe anglaise, il faut créer des stars comme on l'a fait avec l'UFC. Donc il faut des gars que tu mets en avant pour faire venir le public. Et les hardcore fans, je pense qu'on en fait tous partie sur la chaîne. Nous on sait qui vaut quoi, qui fait quoi, et ça ne nous empêche pas non plus d'apprécier le spectacle.
Maintenant, c'est vrai, parfois la route est un peu plus longue pour certains que pour d'autres. C'est pas forcément juste, mais on sait que c'est comme ça. Et personnellement, quand je vois un Petroyan qui est pas beaucoup mis en avant, il a quand même eu sa chance au titre, hein, il a combattu pour la ceinture, etc. Nassourdine, il en est tout proche. Evloev, j'espère que ça viendra. On prend quand même du plaisir à voir combattre ces gars-là. Et on sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Je dis pas que c'est le meilleur modèle, mais si tu veux que l'UFC tienne debout, que les combattants soient payés, alors je sais que les payes, c'est tout un sujet, il faut quand même du show, il faut ramener des gens et tu ne peux pas vivre, d'après moi, que avec les hardcore fans. Donc il faut en faire pour tout le monde et je sais que ça peut parfois être regrettable. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Profitez bien de votre week-end de combat. J'espère qu'on va se régaler et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça. Passez tous une très bonne soirée.